16e jour de l'opération militaire franco-malienne, la reconquête des zones occupées se poursuit. Une opération sans faute qui a chassé aujourd'hui les assaillants de la ville de Gao, désormais libérés. À Djabali, c'est déjà chose faite depuis maintenant une semaine et l'on annonce pour très bientôt le retour de l'administration et la réouverture des écoles. Le gouverneur de Ségou est allé voir sur place l'évolution de la situation. Cannes 2013, deuxième journée, poule D et qualification des éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueur 3-0 face à la Tunisie. Deuxième match, le Togo a battu l'Algérie par le score de 2-0. Le résumé de ces deux rencontres en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Tout d'abord, le courrier présidentiel. Deux messages de félicitations du chef de l'État, le professeur Dioncounda Traoré, adressé à Quentin Alice Louise Brice, gouverneur général du Commonwealth d'Australie, et à Pranab Mukherjee, président de la République de l'Inde. C'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ces deux pays. Nous vous le disions il y a un instant, le président de la République qui a donc quitté Bamako aujourd'hui en fin de matinée pour Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne. Le professeur Dioncounda Traoré prendra part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et à la conférence des donateurs de fonds en faveur du Mali. Mais avant d'arriver à Addis Abeba, où s'ouvrent demain dimanche ces deux rencontres, le chef de l'État malien a fait escale à N'Djamena, au Tchad, où il passera la nuit ce soir, ce matin, à son départ donc. Le professeur Dioncounda Traoré, le président de la République par intérim du Mali, salue ici à l'aéroport de Bamako, Sénou, par le Premier ministre. Il y avait également sur le tarmac de l'aéroport ce matin plusieurs autres personnalités venues donc saluer le président Dioncounda Traoré qui se rend donc demain à Addis Abeba pour le sommet de l'Union africaine et puis la conférence des donateurs de fonds en faveur de notre pays. Il fait escale ce soir en N'Djamena où il passe la nuit. Et justement, à la veille de l'ouverture de ce sommet de l'Union africaine et de la conférence des donateurs de fonds en faveur du Mali, l'opération militaire franco-malienne marque la 16e journée de son entrée en action par une nouvelle victoire. Et ce samedi 26 janvier, les assaillants qui étaient basés à Gao ont été boutés hors de la ville, désormais libérés. Voilà qui confirme que la reconquête du pays suit allègrement son cours. L'information est confirmée par le ministère de la Défense, le commentaire d'Ibrahim Traoré. L'offensive se concrétise sur le terrain. L'armée malienne, appuyée par les forces françaises, contrôle l'aéroport de Gao et le pont Wabaria. Ces deux sites stratégiques de la région sont praticables sans problème. Les sources sécuritaires des deux pays annoncent la reprise totale de la ville de Gao. Pour raison de secret stratégique, permettez qu'on ne vous fasse pas autre détail. L'important pour nous, ce n'est pas un seul endroit, ce n'est pas une seule localité. L'idéal, c'est la totalité de toutes les localités sous occupation, c'est leur libération, leur reconquête qui compte. Et une minute, c'est déjà tard. L'opération menée par des forces spéciales dans la nuit de vendredi à samedi a mobilisé des troupes au sol, des hélicoptères et des avions de transport d'assaut avec un appui aérien. Elle a été précédée de frappes par des avions de chasse. Les moyens mobiles et les sites logistiques des terroristes ont été détruits. Le but immédiat était de permettre l'acheminement de renforts maliens, voire africains, qui seront chargés du contrôle de la ville. Des forces africaines venues de Niamey, comprenant notamment des Tchadiens et des Nigériens, sont déjà à Gao pour appuyer les opérations en cours. Dans la foulée, une autre colonne franco-malienne, après avoir pris le contrôle de Djabali, progresse vers Léré avec pour objectif la ville de Tombouctou. La situation qui se normalise progressivement à la satisfaction de tous, ce qui donne lieu à un partage de la bonne information. À Ségou, on est dans cette logique, d'où la tenue d'une réunion sur la situation sécuritaire dans la 4e région après la reprise de la ville de Djabali par nos forces armées. Une correspondance de Brahima Kone. De Ségou à Djabali, il n'y a plus de djihadistes. C'est ce qui ressort de cette réunion qui aura permis de faire le point de la situation sécuritaire et celui des contributions à l'effort de guerre. C'est vous dire que de Djabali à Ségou aujourd'hui, de façon officielle, vous pouvez noter qu'il n'y a plus d'ennemis. Donc il y a quelques cas d'infiltration
que nous sommes en train de maîtriser. Nous travaillons pour la population. Donc il faut les sensibiliser, les dire ce que nous faisons, le pourquoi. Et il faut comprendre. Nous sommes partis à la population pour expliquer ce que c'est que l'état d'urgence, comment on doit se comporter. Donc les gens ont bien compris, malgré que jusqu'à présent, il y a certaines situations qui ne sont pas traitées, qui sont les cortèges de mariage. Certains participants ont attiré l'attention des autorités sur la forêt de Ouagadougou qui jouxte la rive gauche du fleuve Niger, une zone qui pourrait être un nid des djihadistes. D'où cet appel à la vigilance et au respect strict de l'état d'urgence. Et pour nous, l'état d'urgence est primordial. Tout citoyen doit vraiment se conformer aux règles édictées par rapport à cela. Le soutien de la population, c'est effectivement la vigilance, mais surtout de ne pas se rendre eux-mêmes justice pour tout problème d'exaction dans la ville, d'informer autant que possible, disons, les services compétents en la matière. Toutefois, les différentes contributions à l'effort de guerre se multiplient. Si la semaine passée, la région de Ségou avait enregistré 24 millions de francs CFA, ce vendredi, les contributions s'élèvent à plus de 46 millions de francs CFA. Les appuis en nature ont porté essentiellement sur près de 11 000 kg de céréales, 1 700 litres de gasoil et environ une quinzaine de bœufs. Djabali, désormais libéré et zone sous contrôle de nos forces armées. Le gouverneur de la région de Ségou était ce matin sur place. C'était pour transmettre un message d'encouragement à nos combats, mais c'était également l'occasion pour lui d'aller préparer le retour de l'administration et la réouverture très prochaine des classes. Ségou, le compte rendu de nos correspondants de Gouffana Traoré et Karamoko Traoré. Cette visite du gouverneur de Ségou visait 3 objectifs. Transmettre tout d'abord aux forces armées et de sécurité les messages de félicitations et d'encouragement des plus hautes autorités du pays et des populations de la région de Ségou aux combattants pour le travail abattu sur le terrain. Ensuite, remettre des cadeaux symboliques aux combattants et enfin visiter les bureaux pour prendre les dispositions afin de diligenter l'ouverture de l'administration et des écoles. Le peuple malien tout entier est avec eux. Je suis venu en même temps pour leur annoncer une bonne nouvelle, à savoir le retour prochain, très rapidement, de l'administration et de l'administration scolaire surtout. Comme vous le savez, les écoles étaient fermées pour essayer de gérer autant que possible cette crise. Je le dis franchement, je ne croyais pas que j'allais trouver nos soldats comme je viens de le voir, avec un moral de fer, s'il faut le dire, des soldats qui savent ce qu'ils veulent, qui ont fait leur travail comme ça se doit. Qu'en est-il d'éventuelles stigmatisations et d'exactions commises sur les populations des peaux blanches dans la zone? Faux, ont répondu nos interlocuteurs. Ils ne se sont pas attaqués aux populations blanches, c'est pas vrai. Non, on n'est pas au courant. Les exécutions sommaires à Djabali n'en a pas eu lieu, c'est pas vrai. La question d'amalgame à la région de Ségou, jusqu'à présent, je n'ai pas vu. Je n'ai pas attendu. Je tiens à faire savoir qu'actuellement c'est la guerre des médias. Et ces islamistes, ils sont dans leur dernier détachement. Lors de la prise des grandes villes, Kidal, Tombouctou et Gao, il y avait des tenues militaires qui sont restés. J'étais sur le front. Les éléments qui nous ont attaqués, ils portaient la tenue militaire malienne. Les instructions étaient très claires depuis le début jusqu'à maintenant. Pas d'amalgame, pas d'exertion sur la population civile. Et ce sont ces instructions que nous sommes en train de respecter. À Djabali aujourd'hui, avec la présence des militaires maliens et français, les activités économiques ont bel et bien démarré. Aujourd'hui, la préoccupation principale des autorités, c'est la réouverture de l'administration. C'est également la réouverture des classes et les travaux champêtres ont bel et bien commencé. C'est Gouffana Traoré dans une ville de Djabali libérée, Douanza aussi désormais totalement libérée. D'ailleurs, nos envoyés spéciaux là-bas aussi, Moussa Rimaïga et Alou Touré, ils sont depuis cet après-midi et quant aux liaisons téléphoniques perturbées, depuis, elles reviennent à la normale, ce qui nous a permis de joindre le préfet de la localité Ishaka à Batili qui répond aux questions de Tessera Dambélé. Douanza est totalement libéré depuis 4 ou 5 jours.
C'est vraiment avec joie, allégresse et aussi avec le devoir du sentiment accompli que les populations accueillent cette armée qui a pu procéder à la libération du cercle. Les habitudes que les islamistes, les terroristes avaient imposées aux citoyens là-bas, est-ce que les choses commencent à changer par rapport aux habitudes et est-ce que les populations vaguent à leur occupation? Les populations vaguent vraiment à leur occupation et ils ont le sentiment aussi d'être libérés des exactions, des brimades et des violations de droits dont ils ont subi pendant cette période d'occupation. En fait, il y avait même la négation de la personne humaine sous l'occupation de ces djihadistes. Et moi, je viens sur l'instruction du gouverneur de la région qui m'a demandé de me rendre à Douanga pour que nous puissions voir rapidement comment nous pouvons assurer le retour de l'administration. Et d'abord pour mieux organiser les populations à faire face à leur vie et pour que la vie reprenne normalement. Quel appel pouvez-vous lancer aujourd'hui aux citoyens, à vos administrés? Bon, aux administrés, le premier appel, c'est de leur dire de répondre favorablement à l'appel que le président de la République par intérim a lancé par rapport au soutien en faveur de notre armée. Donc de leur dire de mobiliser les ressources financières pour accompagner cette vaillante armée qui, une fois de plus, nous a montré ses valeurs, son héroïsme et sa combativité. Et le second appel, c'est de dire aux populations que nous avons un mandat. Non seulement, comme vous le savez, hier, le Conseil des ministres au cours de sa session, a adopté la feuille de route pour la gestion de la crise. Il y a non seulement la libération du Nord, mais il y a l'installation aussi de l'administration pour que nous puissions organiser le plus rapidement possible les élections libres, transparentes et crédibles dans notre pays. En 5e région, le cercle de Djenné vient d'apporter plus de 15 millions de francs CFA comme contribution à l'effort de guerre. La remise de ce don à l'armée malienne a eu lieu cette semaine, en même temps que celle des transporteurs fluviaux et de l'ordre des pharmaciens. Correspondance Moustapha Doumbia. L'objectif de cette rencontre est d'échanger avec les chefs des services régionaux, les représentants des organisations et de la population autour de la stratégie à mettre en œuvre pour la mobilisation des contributions à l'effort de guerre au niveau de la région de Mopti. Tous les agents de la catégorie A font une contribution de 10 000 francs, la catégorie B une contribution de 7 000 francs, la catégorie C une contribution de 5 000 francs et des conventionnaires une contribution de 1 000 francs. Ces contributions seront rassemblées en collaboration avec les services financiers régionaux. Mais en ce qui concerne les agents du secteur privé, notamment les personnels qui travaillent dans les chambres consulaires, dans les sociétés et entreprises privées, dans les ONG, dans les associations, ce personnel collecte directement en leur sein leurs contributions et procède à leur versement au niveau de la commission régionale. Ce cadre d'échange et d'information a été couplé à des remises de contributions, parmi lesquelles la coopérative des transporteurs fluviaux de Mopti d'un montant de 350 000 francs CFA et l'ordre des pharmaciens de la région qui a offert des médicaments pour 1 500 000 francs CFA plus 200 000 francs CFA en espèces. Le cercle de Djenné a quant à lui mobilisé 15 731 000 francs CFA, une tonne de riz et 100 kg de mil. Je profite de votre antenne pour lancer un message pressant à tous les Maliens de tout faire afin de soutenir notre vaillante armée. Toutes les contributions réunies permettront certainement à l'armée malienne de faire face encore à l'ennemi. J'en appelle à la générosité de tous les Maliens. À noter que les différentes contributions ont été symboliquement remises aux forces armées et de sécurité et seront ensuite versées à la Banque de développement du Mali. Publication de la feuille de route du gouvernement de transition. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions était l'invité de notre édition d'hier 20h. Mamadou Namouri Traoré a donné des explications sur le contenu du document. Voici un extrait de son entretien avec Ndeye Sissoko.
En fait, le gouvernement dit dans cette feuille de route ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour arriver à atteindre les objectifs fixés à la transition, à savoir restaurer l'intégrité territoriale du pays et organiser des élections libres, transparentes, équitables. C'est important que le gouvernement mette sur papier, dise cela et informe l'opinion publique nationale d'abord, parce que c'est important que le gouvernement dise ce qu'il va faire, parce que après, il faut que ce gouvernement rende des comptes. Tout à fait. Ensuite, les partenaires au développement qui veulent aider ce gouvernement à réussir la transition ont besoin de savoir ce que ce gouvernement fait et est en train de faire. Quel a été le processus justement d'élaboration de cette feuille de route? Est-ce que tout le monde y a participé? Alors, effectivement, il y avait une commission nationale d'organisation des concertations qui était en place et qui avait une sous-commission thématique qui était chargée de l'élaboration de cette feuille de route. J'ai moi-même participé aux travaux de cette commission, mais à la fin, puisque les concertations ne se tenaient pas, le gouvernement donc, ne pouvait pas rester sans dire concrètement ce qu'il va faire. Tout à fait, parce que cette feuille de route devait justement sortir des concertations nationales. Absolument. Donc, en fait, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'on a travaillé avec les membres de cette commission, mais en même temps, on a mis sur papier cette feuille de route. Mais par la suite, puisque les concertations ne se tenaient pas, pour d'autres raisons que la feuille de route, le gouvernement a décidé de concerter l'ensemble des forces vives de la nation. Donc, l'avant-projet du document a été envoyé à tous les regroupements politiques, à toutes les associations, à tous ceux qu'on peut mettre sous le vocable forces vives de la nation. Voilà, Mamadou Namori Traoré, ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, qui était notre invité du journal d'hier 20h et répondait aux questions de Ndeye Sissoko. Et la question portait justement sur la feuille de route du gouvernement de transition. Le document qui sera donc à l'Assemblée nationale qui est convoqué en session extraordinaire le mardi 29 janvier 2012 à partir de 9h. Les responsables du collectif des ressortissants des régions nord du Mali coréen étaient ce matin face à la presse. Cette rencontre qui s'est tenue à la Maison de la Presse avait pour but d'informer l'opinion nationale et internationale sur la position de Coréenne par rapport aux événements qui se déroulent actuellement dans le nord de notre pays. Un reportage de Abdrahman Maïga. Plus qu'un point de presse, cette rencontre a en plus des hommes des médias mobilisés pendant plus de 3 heures, les représentants de toutes les régions du Mali et du district de Bamako. Le jeu en valait la chandelle, puisqu'il s'agissait pour le collectif des ressortissants des régions nord du Mali coréennes de venir exprimer à l'ensemble de la population malienne et à la communauté internationale sa joie. Cette joie et cette fierté se justifient aisément par cette traque qui a commencé le 11 janvier dernier, dont l'objectif est de bouter les terroristes hors de nos frontières. Cette opération commence à porter ses fruits par la libération progressive des territoires sous occupation. Aujourd'hui, le seul message qui vaille, c'est l'union sacrée autour de notre armée nationale. Aujourd'hui, le seul message qui vaille, c'est la solidarité. C'est la cohésion, c'est l'entente. Le Coran se réjouit également de la poursuite de la Cour pénale internationale des crimes commis au Mali, tout en l'assurant de sa totale disponibilité à œuvrer pour une identification des auteurs de ces actes ignobles et indignes. Le Coran restera donc vigilant afin que cette réconciliation ne se fasse sur fond d'impunité. Le Coran sera intransigeant quant aux manœuvres de ceux-là même qui ont introduit le loup dans la bergerie, ou de ceux qui hier appuyaient sur la gâchette et maniaient la chicotte. Par ailleurs, le Coran, selon son président, est conscient de la mission qui l'attend dans les jours à venir. Il s'agit de la nécessaire réconciliation entre tous les fils de cette même zone du Mali.
C'est pourquoi le président d'honneur du Coran, Ousmane Issoufi Meiga, a invité les populations à ne pas céder à l'amalgame. Il a d'ailleurs souhaité que toute la population malienne reste mobilisée jusqu'à la victoire finale. Ce succès dont il est question passe forcément par l'implication de tous derrière l'armée dans cette reconquête de l'ensemble de nos territoires sous le joug des terroristes et leurs acolytes. Le président de CRI 2002, le docteur Abdoulaye Sall, a rencontré ce matin la presse et c'était pour partager avec les journalistes le contenu de son ouvrage intitulé « Le pari de la décentralisation au Mali », un ouvrage publié en 1993. Le document est une contribution au transfert de pouvoir et des ressources aux collectivités locales. Bourama Traoré. Un ouvrage pas comme les autres. Le pari de la décentralisation au Mali du docteur Abdoulaye Sall peut être qualifié de prémonitoire. Ce livre publié en 1993 mettait en cause le mode de gouvernance locale au Mali. 20 ans après, l'histoire semble donner raison à son auteur. Je dis, si nous poursuivons notre mode de gouvernance locale, nous risquons de déboucher tôt ou tard vers l'émergence d'un État anthropophage qui mange ses propres fils. Le pari de la décentralisation au Mali a été publié en 2 tomes. Le premier est une contribution au transfert des pouvoirs, de compétences et de ressources aux collectivités locales. Le second tome traite de l'ensemble des thèmes relatifs à la décentralisation de 1955 à 1993, avec à la clé 11 propositions concrètes, parmi lesquelles l'on retient la 7e proposition où je demandais de disculper l'Occident, notamment la France, de ne pas accuser la France étant la source de tous nos maux. L'intervention française et de la communauté internationale dans notre pays prouve à suffisance cette prédiction que j'avais faite il y a 20 ans. Il y a 11 ans propositions où je dis qu'il faut travailler et que la vraie démocratie se bâtit sur le travail, plus de travail. Donc il faut qu'on se mette au travail. Ces propositions doivent être remises, selon lui, sur la table de l'échange et du partage afin d'aider la communauté internationale à nous sortir de ce cauchemar. En termes de perspectives, le président du CRI 2002, nommé ancien ministre des Relations avec les institutions, envisage de publier le 3e tome du pari de la décentralisation au Mali fin mars 2013. Les sympathisants et amis de la France et de François Hollande, Safran, ont animé un point de presse ce matin. Il s'agissait pour eux de faire connaître le mouvement au public et rendre hommage à la France. Nous faisons le point avec Moussa Fane. À travers ce point de presse organisé par Safara, c'est-à-dire les sympathisants et amis de la France et de son président François Hollande, ses membres ont voulu expliquer à l'opinion nationale les raisons de la création du mouvement. Les sympathisants et amis de la France et de François Hollande ont salué l'appui solidaire de Paris à l'armée malienne dans la reconquête du Nord. Nous allons mobiliser dans les 60 jours à venir 15 millions et 500 poches de sang pour contribution de guerre. Et après ça, tout à l'heure, nous allons mettre des cellules dans toutes les localités pour qu'à chaque passage de français, qu'il y ait vraiment un mouvement de soutien, qu'il y ait vraiment une mobilisation sociale autour de la politique française de lutte contre le terrorisme. Selon l'ambassadeur de France au Mali, son pays a vite réagi pour assurer l'intégrité territoriale du Mali et pour lutter contre le terrorisme. La France, vous le savez, est attachée à l'intégrité territoriale du Mali. Elle est attachée à voir un Mali démocratique, laïque, libre. Le 10 janvier, il est apparu que, je dirais, nous étions au bord du gouffre, que l'irréparable risquait de se produire. La France, effectivement, a répondu immédiatement à l'appel du président du Kounda Traoré. Le président du mouvement a invité tous les maires du Mali à réserver un espace vert à la mémoire de Damien Boité, tombé sur le champ de l'honneur. Il a également remis une statuette pensante à l'ambassadeur en guise de reconnaissance à la France. La communauté burkinabé qui se mobilise dans le cadre de la solidarité avec le peuple malien et son armée, elle a organisé une opération de don de sang dans l'enceinte de la chancellerie. Aluseni Touré était présent pour moi l'actualité. Plusieurs poches de sang et une somme symbolique de 1 million de francs CFA, c'est l'effort consenti par la communauté burkinabé visant au Mali. Elle participe ainsi à l'effort de guerre. C'est un élan de solidarité, un élan de fraternité
qui a donc guidé les ressortissants burkinabés à procéder à un don de sang et à faire un geste symbolique pour le peuple malien qui fait face à une situation difficile. Nous sommes ici et nous devons prendre part à cet effort fourni par le peuple malien. Les problèmes que vivent actuellement les Maliens sont nos problèmes aussi. Par conséquent, cet acte n'est rien par rapport au cœur que nous éprouvons vis-à-vis du peuple malien. C'est pour ça que nous sommes là ce matin pour magnifier une bonne fois pour toutes nos relations historiques entre les deux peuples. Des prières ont également été dites par toutes les confessions religieuses présentes, des prières qui demandent le rétablissement de la paix dans ce pays frère que les uns et les autres ont choisi pour y élire domicile. Après le Niger, la première dame du Mali est partie jeudi pour le Burkina Faso de l'aéroport. Elle s'est rendue directement sur les sites qui abritent des réfugiés maliens situés au nord de Ouaga. Le camp accueille plus de 4000 réfugiés maliens. Au cours de sa visite, Mme Traoré Mintou Doucouré a offert 5 millions de francs CFA et leur a retiré l'accompagnement du gouvernement malien. Nos envoyés spéciaux à Ouaga, Dembawan et Nyanya Alou Traoré. C'est dans la pure hospitalité malienne que la première dame a été accueillie par les réfugiés maliens du camp Stan-Nyogo au Burkina Faso. Un moment inoubliable pour nos compatriotes qui ont fui les hostilités du Nord pour venir dans ce camp. L'émotion était à son comble des deux côtés. D'une part, l'épouse du chef de l'État était très émue d'avoir retrouvé les siens et d'autre part, ces réfugiés étaient heureux et fiers de cette marque d'attention de la part de Mme Traoré Mintou Doucouré. Ça nous va au fond du cœur. Parce qu'on a été plusieurs fois réfugiés, mais c'est la première fois que nous avons les visites des premières dames. Et ce sont nos sœurs, ce sont des femmes comme nous. Donc elles savent nos problèmes. Nous voulons retourner chez nous. Nous voulons la paix. Après avoir remercié les uns et les autres pour leur accueil si chaleureux, l'épouse du chef de l'État a rassuré les réfugiés du camp de Stan-Nyogo que la fin du conflit au Mali est très proche. Madame Traoré a ajouté que les jours heureux sont pour bientôt. Je souffre énormément de voir les pères et les mères de famille abandonner leur famille pour prendre la route de l'exode. Souvent sans bagage à cause de cette guerre inutile. Je souffre de voir ces centaines d'enfants dont l'avenir est compromis par la faute d'individus au projet criminel inavoué. Je suis convaincu que les actions en cours menées par nos forces de défense et de sécurité, avec l'appui de la communauté internationale, viendront à bout de ces forces du mal. Inch'Allah. Ils sont plus de 4000 réfugiés maliens installés sur ce site au nord de Ouaga. Ils sont pris en charge par le gouvernement burkinabé, le HCR, le PAM, entre autres. Leurs efforts ont été hautement salués par la première dame. Par ailleurs, l'épouse du président de la République par intérim a prêté une oreille attentive aux différentes préoccupations de ces réfugiés, notamment le manque de moyens de déplacement en cas d'urgence médicale. Cette doléance a été immédiatement répondue par la première dame du Faso, Chantal Compaoré, qui a offert au camp une mototaxi médicalisée. Quant à Mme Traoré Mintou Doucouré, elle a offert 5 millions de francs CFA et promis d'en faire plus dans les jours à venir. Satisfaite de sa rencontre avec les réfugiés, l'épouse du chef de l'État a quitté le Burkina Faso vendredi pour Addis Abeba où elle prendra part à l'Assemblée générale de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le sida qui se tient en marge du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. La Société de la mine d'or de Loulo construit de nouvelles salles de classe pour l'école fondamentale de Loulo, cité A. Elles ont été inaugurées, ces salles de classe, ce week-end par Marco Bristow, le président de Rangol Resources, la compagnie sud-africaine qui exploite les mines de Loulo et de Gungoto dans la première région correspondante de Siaka Konaté. Les capacités d'accueil de l'école de Loulo Cité A se renforcent avec l'inauguration de 8 nouvelles salles de classe, soit 5 pour le premier cycle et 3 pour le second cycle,
construite par la société de la mine d'or de Lulo, Somilo SA. C'est le PDG du Randgold Resources, Marc Bristow, qui a coupé les rubans symboliques avant de remettre les clés aux autorités scolaires. Il a également offert 400 tableaux bancs et des fournitures scolaires aux écoles des villages qui entourent la mine. Il s'agit des villages de Sakola, Sitakili Lulo, Djidjan Kenyeba et Bouribanta. Et investir en Afrique n'est pas forcément seulement investir dans la mine. Il faut investir dans le futur, qui est aussi les hommes, les enfants. Quand j'arrivais à Lulo ici en 2005, la situation était catastrophique. On avait beaucoup d'abris provisoires autour de la mine. Je disais même que l'or ne brillait pas vraiment pour l'éducation. Mais aujourd'hui, Lulo a inversé cette tendance-là. Beaucoup d'écoles ont reçu des meubles, beaucoup d'écoles ont reçu des fournitures. À travers l'association Nos Vies en Partage, Rallye du Caire, le PDG du Randgold Resources a doté le lycée de Kenyeba d'une salle informatique équipée de 10 ordinateurs. Coût de réalisation, environ 10 millions de francs CFA. Il a également réalisé un forage d'une capacité de 18 mètres cubes air pour renforcer et améliorer le système d'adduction d'eau de la ville de Kenyeba. Par rapport à Kenyeba, il y a deux grands projets auxquels ils ont été approchés par les autorités, à savoir l'adduction d'eau et l'informatisation de la salle, le lycée de Kenyeba. A noter que ces donations interviennent en marge des conseils d'administration des mines de Lulo et de Gungoto qui sont exploités par la compagnie sud-africaine Randgold Resources. Les travaux de la 6e session du conseil d'administration de l'Institut des sciences humaines ont démarré ce matin ici à Bamako. Les administrateurs examinent le rapport d'activité au titre de 2012 et le budget de 2013. Aucun programme pluriannuel de recherche n'a été mené par l'Institut et cela faute de financement. Le programme de capitalisation des résultats acquis ont été les programmes de capitalisation des résultats ont été réalisés sur fonds propres. Un fonds qui connut un excédent de plus de 39 millions de francs CFA. Le budget de l'Institut au titre de 2013 se chiffre à plus de 563 millions de francs CFA. Agali Agissa. Les administrateurs de l'Institut des sciences humaines ont examiné au cours de cette 6e session le rapport d'activité au titre de 2012 et le budget 2013. Avec un excédent de plus de 39 millions de francs CFA sur les ressources propres, les résultats enregistrés sont jugés satisfaisants. Sur un budget initial de plus de 995 millions de francs CFA, l'Institut a encaissé plus de 500 millions contre environ 461 millions de francs CFA en dépenses. Cela malgré la crise actuelle qui traverse le pays, une situation qui ne peut rester sans conséquence sur la réalisation des activités prévues pour 2012. Les mesures de régulation budgétaire que la situation a imposées ont eu pour conséquence le non-financement du programme pluriannuel de recherche de l'Institut des sciences humaines. C'est dire qu'aucune activité n'a pu être menée dans ce cadre au cours de l'année 2012. Les activités non réalisées sont reconduites pour 2013, qui sera indiqué pour l'inauguration du nouveau siège de l'Institut dont les travaux ont démarré l'année dernière. Comme tous les Maliens, la direction et les travailleurs de l'Institut feront désormais preuve d'une ardeur plus grande à la tâche, pour non seulement accompagner les efforts des forces combattantes, mais aussi pour préparer l'avenir de telle façon que la renaissance du Mali soit forte et durable. Pour ce faire, ils bénéficieront d'un budget de 563 359 000. L'achat de 2 véhicules sur fonds propres, l'octroi de primes aux travailleurs et la constitution d'un fonds social devront améliorer sûrement les conditions de travail au niveau de la structure. Et puis, ce nouveau syndicat des agents de la protection civile qui vient de voir le jour, il s'appelle le syndicat national des fonctionnaires de la protection civile. Il est affilié à la Confédération syndicale des travailleurs du Mali. L'acte d'affiliation a été signé ce matin par le secrétaire général des 2 syndicats, Mohamed Diarra. La scission est désormais consommée au sein du syndicat de la protection civile.
Depuis le 5 janvier dernier, le syndicat national des fonctionnaires de la protection civile a vu le jour et il est affilié à la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM. L'acte de mariage a été signé ce vendredi avec comme témoin la dizaine de journalistes présents. Pour réaliser les ambitions qui sont les siennes, le syndicat national des fonctionnaires de la protection civile a décidé de s'affilier à la CSTM. Le syndicat national des fonctionnaires de la protection civile entend par son affiliation contribuer aux réussites et succès de la CSTM. Le secrétaire général explique la création de ce syndicat par le fait que les conditions de travail des agents de la protection civile ne sont pas améliorées. Cette adhésion vient donc grossir le rang de la CSTM. La centrale compte aujourd'hui 14 fédérations et un syndicat national. Cet acte que viennent de poser les fonctionnaires de la protection civile est qualifié par le secrétaire général de la CSTM de courageux. Vous venez de poser un acte fort. Vous vous êtes donné une vision d'un combat syndical. Le chemin, il est dur et il sera encore davantage. Mais nous vous accompagnerons, nous vous soutenons parce que vous croyez en la justice sociale, comme nous. Les deux secrétaires généraux ont par la même occasion exhorté les travailleurs maliens à participer à l'effort de guerre. Dans les jours à venir, les comités locaux du syndicat national des fonctionnaires de la protection civile seront mis en place, a martelé son secrétaire général Issa Raoul Dabou. Le sport, football, CAN 2013, les choses commencent à se préciser dans la poule D. Les Fennecs d'Algérie viennent d'être éliminés de la compétition à l'issue de la deuxième journée. Ils ont été battus 2-0 par les éperviers du Togo auparavant. C'est la Côte d'Ivoire qui avait obtenu sa qualification pour le quart de finale suite à sa large victoire 3-0 devant les Aigles de Carthage de la Tunisie. Nous faisons le point avec Aldoumatine. Vous avez compris, petit problème, hein, ça c'est le résumé des précédents matchs. Nous vous rappelons quand même les résultats d'aujourd'hui et sûrement les détails en images à suivre dans l'émission Sport de ce soir, consacrée donc à la CAN 2013. Nous vous rappelons donc les Fennecs d'Algérie qui ont été éliminés de la compétition à l'issue de la deuxième journée. Ils ont été battus 2-0 par les éperviers du Togo. Mais avant, c'est la Côte d'Ivoire qui avait obtenu sa qualification pour le quart de finale. Elle a battu 3-0 les Aigles de Carthage de la Tunisie. Vous allez sûrement retrouver maintenant le résumé des deux rencontres en images dans l'émission Sport CAN 2013 de ce soir avec la rédaction sportive de Mali Actualité. L'info demain à midi. Actu Hebdo, c'est avec Youssouf Touré. L'édition 13h dimanche, c'est avec Mohamed Touré, Inch'Allah. Moi, je vous retrouve pour l'édition du soir. Ce sera après votre soirée de foot. Il faut continuer sur notre chaîne, sur le site www.ortm-ml. Toutes nos pensées à nos parents qui sont victimes de la situation de guerre que vit notre pays. Nous pensons, comme tous les soirs, à eux. Merci à vous de rester sur notre chaîne. Excellent week-end.